Nous accueillons Linda Kebab, la policière. Bonjour Linda. Bonjour. Déléguée nationale SGT Police FO, vous lancez le think tank nommé Initiative Sécurité Intérieure. On va y revenir, mais une question d'ordre pratique. À partir de mercredi prochain, le 21 juillet, les policiers vont devoir faire respecter le pass sanitaire à l'entrée de ces lieux qui accueillent plus de 50 personnes. Mais les policiers, eux, ne sont pas soumis à ce pass sanitaire. C'est bizarre quand même. On va être contrôlé donc par des gens qui n'ont pas l'obligation d'être vaccinés ou testés, alors que nous, on devra respecter ces règles. Il faut savoir que les policiers ont découvert les instructions en même temps que tout le monde, aux 20h lundi soir. Il n'y a pas eu de fuite avant ce jour-là, première chose. La deuxième, c'est qu'on va pas... Je vais vous dire les choses sans filtre. On n'a pas d'outils aujourd'hui qui nous permettent de déployer massivement des contrôles coordonnés avec une fluidité qui nous permettent de dire que l'ensemble du territoire va être contrôlé. Il n'y a avec pas les moyens l'efficacité. pour vérifier ce pass sanitaire. Ensuite, concernant l'obligation du pass sanitaire, les policiers sont des citoyens comme les autres, donc ils sont soumis au même pass sanitaire que tous les Français, dans l'absolu. Donc, Oui, mais certains disent si on oblige les soignants à se vacciner, on devrait également obliger les policiers à se faire vacciner. Alors, il y a deux choses. Moi, je suis toujours, je sais pas, c'est franco-français de toujours opposer les personnes, les groupes, en tout cas ceux qui sont au service du public. On dit souvent que les policiers sont des privilégiés. J'ai envie de dire, sur ce coup, ils ne le sont pas particulièrement, parce que beaucoup de policiers sont en demande de vaccin avec une priorisation particulière. Ils peuvent y aller. Et elle n'est pas faite, pardon? Ils peuvent y aller. Non, mais ils peuvent y aller comme tout le Comme monde. Mais je veux dire, il y a des policiers qui demandent une priorisation particulière, notamment Oui. dans des territoires Ouais. où il y a peut-être des déserts médicaux. Parce que là, nous, en Ile-de-France, on a une vision très francilienne, mais dans certaines régions, des policiers réclament. Les policiers n'étaient pas prioritaires. Non, pour se il faire y a, vacciner. il y a un créneau logiquement prioritaire pour les professions exposées, et ils en font partie. Mais finalement, ils sont tellement nombreux qu'ils ne sont pas plus prioritaires qu'un autre. Il y a que des d'autres. chiffres sur les taux. Excusez-moi, il y a des chiffres sur les taux de vaccination des En policiers fait, on à a peu des près. taux de vaccination a priori qui sont assez élevés. Ouais. Ils sont assez disparates d'une région à l'autre, mais ils sont en tout cas a priori plus élevés que ceux des soignants et peut-être même de la moyenne française. Parce qu'on a des policiers qui, malgré le fait, il faut le rappeler, sont a priori dans des conditions de santé Jeunes. moyennes assez acceptables, plutôt jeunes, sportifs. Donc, ils ne sont pas forcément une cible à risque, mais le discours que l'on a, parce qu'on recueille les témoignages sur l'ensemble du territoire en tant que syndicat, et le discours des policiers sont, au lieu de, il ne s'agit pas de me protéger moi, il s'agit de protéger ma famille d'abord, parce que je suis susceptible d'être en contact avec des personnes qui sont porteuses du Covid, mais aussi de protéger les victimes avec qui on est souvent en contact, parce que quand des victimes vous tombent dans les bras, vous n'allez pas les rejeter au motif des gestes barrières. Et puis, il y a aussi les mises en cause avec qui on est en contact très rapproché. Et quoi que certains peuvent en penser, les policiers sont très soucieux des personnes qu'elles interpellent et de fait, qu'ils interpellent, pardon, et de fait nous disent aussi qu'ils ne veulent pas de cluster dans les geôles de garde à vue. Et dans les Donc commissariats. il y a une couverture assez responsable des policiers. Évidemment qu'il y a des policiers qui sont réfractaires au vaccin, mais Mais aujourd'hui, si jamais c'est obligatoire, si le souci c'est le discours politique. Il y a deux choses. En tant que policier, on est toujours très soucieux et on répète ce discours à volonté, c'est-à-dire que les experts dans leur métier doivent être entendus et qu'on cesse de remettre en question au motif qu'on a fait 15 jours de cours un jour sur les réseaux sociaux d'une profession, et tout de suite on s'estime professionnel meilleur en tout cas que le vrai professionnel. Oui. Les policiers sont régulièrement victimes de ce type de choses, où on remet constamment en question leur opérationnalité, notamment sur les questions de maintien de l'ordre ou de violence urbaine. Et en matière de science, les policiers ont un regard, je trouve, assez intelligent et qu'il faut savoir saluer, n'en déplaise ceux qui détestent fortement les policiers, assez intelligents, qui disent nous on fait confiance à la science, dans les médecins, ce sont les professionnels, nous ne remettons pas en question la parole de la science. En revanche, celle qui nous pose problème, c'est la parole du politique. Parce que je veux juste vous rappeler une chose, il y a 1 an et un trimestre, le politique, notre autorité politique disait, je cite, les policiers ne sont pas en risque. On nous interdisait de porter des masques. On nous disait les gestes barrières suffisent à eux-mêmes. c'est vrai. Je rappelle juste que, faute de donner des masques, nous, syndicats Unité SGP, on y allait chercher des masques dans les régions. Les présidents de région nous ont fourni des masques. On les a donnés aux effectifs main à main. Et les autorités leur ont empêché de porter ces masques. Et 1 an plus tard, on leur dit on vous a pas permis de porter les masques qui, en plus de vous protéger surtout les personnes avec qui vous étiez en contact. Et puis 1 an après, on vous dit on va vous faire un vaccin et c'est obligatoire. C'est difficile de faire accepter, en fait, mais pas seulement aux policiers, mais aux Français le moyen, le fait qu'en 1 an, on a des discours qui sont complètement godillots et qui, en réalité, ne respectent aucune logique. Donc, et a le priori, policier est vous comme n'êtes les pas autres. favorable à l'obligation vaccinale chez les policiers. Mais moi, je ne parle pas d'être favorable ou pas favorable, je parle juste vous de aurez à vous crédibilité prononcer de la si c'est parole le cas. politique. Si c'est le cas, de toute manière, et si derrière, il y a une démonstration scientifique de la chose, on peut tout à fait être... Enfin, nous, on est légaliste. Mais en revanche, ce qui nous pose problème, c'est la parole du politique qui est complètement incohérente d'un mois à l'autre.
Alors, avant d'écouter les grandes gueules, quand même, un mot sur ce que vous lancez, la initiative sécurité intérieure. C'est pourquoi? C'est pour réconcilier les Français avec la police? Entre autres, en fait, Ils ont besoin d'être réconciliés? une partie des Français, notamment les plus jeunes. Mais en fait, ce constat, il est né dans ma petite tête il y a 2 ans. Je me suis rendu compte que syndicats de police on passait notre temps en fait à se battre pour essayer de maintenir les acquis sociaux. On en obtient de moins en moins, pardon, comme toutes les organisations syndicales dans toutes les branches professionnelles, mais on se bat beaucoup en tout cas pour essayer de maintenir les nouveaux. Et on n'a plus le temps et plus la possibilité d'être entendu sur des réflexions à long terme, et notamment des réflexions qui ont trait aux questions de sécurité et de justice et qui sont très pragmatiques avec le terrain et qui ne sont pas empreintes d'idéologie ou de partisanerie. Il y a ce problème-là, et puis il y a ce problème aussi qu'il y a une rupture du dialogue social avec aujourd'hui le politique, qui fait qu'en 20 ans, il y a quelque chose qui a changé entre les syndicats de police et leurs autorités, c'est qu'il y a 20 ans, nous étions une force de proposition, ce que nous ne sommes plus aujourd'hui. Déjà parce qu'on est dépassé par les crises, et par la charge opérationnelle qui est la nôtre, mais aussi parce qu'on est beaucoup moins entendu et pris au sérieux. Et donc l'idée de ce think tank, il est né de faire se converger des personnes qui ne se ressemblent pas forcément, qui ne viennent pas des mêmes partis politiques, qui n'ont pas les mêmes idées philosophiques, qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui s'entendent sur une chose, c'est que la sécurité, c'est la première de nos libertés, et qui sont très attachés à la question des forces de l'ordre et de la justice. Et donc du coup, on est là avec des idées très pragmatiques, pour défendre les forces de l'ordre et remettre l'institution sécurité et les institutions sécurité et justice au cœur du débat des questions de sécurité, puisqu'il semble que ce soit un sujet majeur pour les Français, et puis venir sur des sujets de manière très pragmatique, factuelle, en disant voilà, c'est complètement déchargé de partisanerie et de philosophie. Mais alimenter aussi le débat pour la présidentielle, si je comprends bien. Non, pour la présidentielle, pas particulièrement. Ah, parce que... On va beaucoup parler sécurité, Linda. Oui, vous mais savez bien. vous savez très bien que On a c'est déjà le... beaucoup parlé pour un régional. Bien sûr, mais ça, c'est le hasard du calendrier. Ceci dit, nous, on veut aller au-delà de ça. Vous savez, les gouvernements se succèdent, les appareils d'État sont pérennes. Et les appareils d'État n'ont de sens que quand on a de la cohérence, quelle que soit la couleur politique. Étienne Ebig. Oui, justement, précisément sur ce sujet-là, il y a quelque chose que je dis souvent aux policiers qu'on a ici. Par rapport à leur quotidien. Moi, j'ai été amené à travailler avec des policiers, à les suivre notamment la nuit. En fait, tout leur boulot, c'était cette nuit-là, d'autres nuits, d'empêcher des mecs bourrés de taper sur leur bonne femme, de taper leur môme, etc. C'est-à-dire qu'ils faisaient un travail vraiment énorme. En plus, ils défonçaient pas la porte, ils tapaient, monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter de taper madame, et ils faisaient un boulot énorme de prévention de la violence conjugale. Dans les commissariats, il y a eu un effort incroyable sur l'accueil des femmes victimes, sur les enfants victimes aussi de la part de la BRI. Ce week-end, par exemple, il y a eu trois femmes qui ont été assassinées par leur conjoint. Donc la police intervient beaucoup dans ce cadre. Et la seule chose dont vous parlez et dont on vous entend parler, ce n'est que de répression et toujours de la question de la répression du trafic de drogue, etc. Et je trouve que quand on suit des policiers, c'est pas l'essentiel de leur taf. Enfin, des policiers d'un commissariat, hein, je parle pas. Et je trouve que là-dessus, vous ne communiquez pas parce que on aura tous besoin à un moment que la police intervienne. On aura tous besoin de la police qui viendra nous porter secours, pas qui viendra nous arrêter. Et je trouve que là-dessus, vous n'êtes pas très bonne. Je trouve que la police n'est pas très bonne. Je vais vous répondre, c'est que vous ne devez pas souvent m'entendre en fait. Et vous ne m'avez certainement pas lu. Parce qu'en réalité, je parle de la police du quotidien, puisque j'en fais partie, j'ai fait 7 ans de police secours, et que mon quotidien, c'était pas de faire de la répression. Ben oui. Et quand je dis, et justement, c'est l'idée aussi de ce think tank, c'est de rappeler, au-delà des sujets de répression, qui est un vrai sujet, c'est pas un gros mot, la répression. Non. Mais il y a aussi le sujet de la prévention, de l'éducation. Je suis fortement engagée dans les questions de prévention au sein de la police, et d'ailleurs j'encourage très souvent les initiatives, notamment du Prox Raid Aventure, dont le président est Bruno Pomar, et que je mets souvent en avant. Donc je pense que c'est parce que vous ne m'entendez pas, vous ne me lisez pas, mais après je vous en veux pas, parce que c'est souvent un propos qui revient de personnes qui entendent 5 minutes le discours d'une personne et qui ensuite la cataloguent. Quand on parle de la police, il y a bien une on ne chose... parle que de la question non, mais, vous avez bien entendu. Mais dans ces cas-là, vous ou les autres, mais pas nous. D'accord. Mais Alors, Et surtout, il y a une chose, c'est qu'en fait, on répond aux questions. Donc, c'est que le message passe pas. Ouais. Non, on répond aux questions. Donc, si les sujets que vous estimez être importants ne sont pas abordés, alors dans ces cas-là, interrogez vos confrères journalistes. Absolument. C'est peut-être eux qui ne sont pas forcément bons et qui ne posent pas les bonnes questions. C'est là, Kemga. Je vous apprécie énormément. J'ai suivi énormément sa carrière quand il y a eu un mouvement contre la police, et effectivement il faut la lire pour vraiment comprendre. Elle fait un travail extraordinaire. J'ai vu qu'elle s'est pris des foudres, une vague de racisme par rapport à son origine et tout. Donc pour moi, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Je vous dis vraiment félicitations. Merci. Et bravo pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Voilà.
Néanmoins, la sécurité sera l'un des enjeux de cette présidentielle qui arrive, dans l'idée que finalement les Français se sentent pas vraiment en sécurité. Et alors, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est vrai, etc. Après, il y a des batailles de chiffres. Enfin bon, c'est quand même une réalité. C'est mis dans les préoccupations majeures des Français. Est-ce qu'on va écouter les policiers ou est-ce qu'on va débattre sans vous? Parce que c'est ça, j'ai toujours l'impression que ces sujets sont traités entre politiques et on écoute rarement les policiers. C'est aussi l'objet de ce cercle de réflexion. Comme je vous disais, c'était de sortir de la partisanerie. Parce que c'est la partisanerie qui fait qu'il n'y a pas de dialogue. Mais au-delà de la partisanerie, il y a aussi cet exercice en silo. C'est-à-dire que, je parle pour mon ministère, les gendarmes font des propositions, ou en tout cas font des remontées d'informations, les policiers font de même, la sécurité civile, pareil pour la justice de l'autre côté. Et au final, il n'y a pas de communication entre eux. Et nous, l'idée de ce think tank, puisqu'il y a quand même un ancien DGPN, un ancien DGGN, une magistrate, un directeur sûreté dans le privé, le président est un ancien policier du RAID, un gardien de la paix. Je rappelle que le président et la vice-présidente que nous sommes, ce sont deux gardiens de la paix. Comme quoi, il n'y a pas vraiment de mise en avant d'une Qu'est-ce qu'il faudrait catégorie. changer? J'y arrive. Et en fait, l'idée, c'est justement de décloisonner en fait les D'accord. silos. Et il est là le problème, c'est qu'en fait, on ne parvient pas à dialoguer déjà parce qu'il y a beaucoup d'oppositions catégorielles et corporatistes au sein des ministères régaliens, notamment souvent on entend Justice, parler police. justice, police, mais aussi gendarmerie, police. Ouais. Et nous, l'idée, c'est de sortir de ça et en fait, c'est de parler d'une espèce de souveraineté nationale sur les questions de La sécurité. première chose à changer, c'est quoi? Je pense que la première chose à changer déjà, c'est les questions budgétaires qui sont de vrais problèmes en fait Voilà. sur les questions du régalien, parce qu'on est toujours opposé à une question de financement. Il n'y a Et pas d'ailleurs assez même d'argent le pour la police? Ah, bien sûr. c'est pas qu'il n'y a pas assez Tous les d'argent, services c'est non publics. seulement il y a pas assez d'argent, mais en plus il est mal déployé. Je vais vous parler en fait. On est pourtant en matière- l'État est partout. Et l'État Non, mais il y a dépense beaucoup aussi les d'argent. questions de priorité nationale. Vous savez très bien, Monsieur Tout le Truchot, monde veut être prioritaire. vous m'avez lu et j'ai expliqué, j'ai raconté comment est-ce que la politique du chiffre aujourd'hui était désastreuse et n'en déplaise ceux qui diront qu'elle n'existe plus, elle existe toujours. Je reviens encore de témoignages de collègues en Ile-de-France, je ne citerai pas les services, mais qui sont très symptomatiques, qui nous disent on a encore des encouragements de chefs de service au milieu de l'année qui nous encouragent à aller interpeller des chiteux pour 20 grammes, alors qu'en réalité, le trafic de stupes et sa tête sont aujourd'hui libres, mais parce que comme c'est plus long à exercer et qu'il faut faire du chiffre avant le 31 décembre et qu'il est temps d'exercer aujourd'hui, eh ben on va faire ce type d'interpellation. On interpelle le Ça- chiteux. ça ne C'est-à-dire le réduit pas chiteux, le- c'est quoi? C'est Oui, c'est le petit petit fumeur. porteur, c'est le porteur. voilà. Et donc sur ces questions-là, déjà, la question de la prévention et de la santé publique, elle n'est pas mise en avant. Est-ce que vous avez Non, vu des vraies questions, des Darmanin vraies a campagnes de abandonné santé l'affaire. publique sur la consommation de cannabis et les risques encourus par sa Prenons consommation? l'exemple du crack, par exemple, à Stalingrad, parce qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. On dit, mais où est la police? Parce que les consommateurs sont Les là. toxicomanes sont des malades Non, déjà. d'accord, mais les toxicomates sont là avec leurs dealers. Les deux sont au même endroit. C'est les mêmes. Et donc, Crack. parfois, c'est les mêmes. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, mais la police, elle n'intervient pas. Ces pauvres riverains qu'on laisse comme ça face à cette situation. Et il y a des risques de violence. Et il y a des violences. Il n'y a pas que des risques, il y a des violences. Et pourquoi la police n'intervient pas? Pourquoi la police n'interpelle pas les dealers? Il paraît qu'on les connaît, ces 2-3 familles sénégalaises. Pourquoi ces gens-là ne sont pas en prison? Eh ben, la en fait, mairie. je vais vous faire la même réponse que, par exemple, les soignants aux urgences qui vous disent mais pourquoi est-ce que vous nous soignez pas? Ça fait 5 heures que j'attends. Bah, déjà, il y a le sous-effectif, il y a Ah bah la oui, surcharge de d'accord. travail. Là, Non, mais je vous le dis Stalingrad, sérieusement. c'est pas non Mais- plus, non, mais c'est attendez, un quartier. on parle du 19e arrondissement. Je veux dire, les policiers, il n'y a pas un commissariat à Stalingrad. Il y a un commissariat dans le 19e arrondissement. Vous n'allez pas me dire que le commissariat, la circonscription, en tout cas le 19e arrondissement, est exempte de délinquance et de problématiques D'accord. sociales. Il y a ce sujet déjà. Donc, le problème de disponibilité des effectifs. La deuxième, c'est une fois que vous avez Est-ce qu'il y a interpellé la un volonté dealer. d'intervenir? C'est surtout ça. Mais moi, je la pose volonté, question. des policiers sur le terrain, elle y est. Mais les policiers, enfin, Mais est-ce on que a- vous on avez ne l'ordre cesse- d'intervenir on ne et cesse- de faire le ménage? non, Voilà, mais la tout question simplement. c'est pas ça. C'est qu'on fait pas le ménage en fait. On parle d'humain. Je veux dire, la poussière, vous la mettez à la poubelle. L'humain, vous en faites quoi? Et d'ailleurs, Ah, les quand dealers, c'est des Madame, délinquants, c'est des gens qui doivent être en prison. quand Madame Hidalgo ferme le parc et prend cette décision toute seule de fermer le parc, en donnant le sentiment qu'elle va dégager la poussière. Mais elle la met où la poussière? Elle fait que la déplacer. Oui. Donc le problème il perdure. Donc la violence elle perdure. Pire même. Ouais, c'est pire. Oui, Et mais c'est même pire. C'est la même chose quand on voit par exemple des policiers qui viennent parce qu'il y aura des caméras pour montrer bien qu'il sûr, y a une présence, Vous- une opération de com, mais Bien ça sûr. ne règle rien. Ça ne règle absolument rien. Les policiers vont interpeller des dealers. Quand la charge est jugée insuffisante par la justice, qui va condamner sur la base d'éléments qui sont concrets et très simples souvent, bah, des fois vous avez aussi la charge qui est insuffisante et vous avez une libération des dealers. Quand vous avez une politique pénale, et celle de Monsieur Dupond-Moretti en l'occurrence, qui dit vous mettez en prison le moins possible, et en fonction en tout cas de la capacité hôtelière des prisons. Quand vous avez une circulaire de Madame Belloubet qui dit la prison doit être le dernier recours, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, le voleur ne va plus en prison, c'est fini le jeu du gendarme et du voleur et le voleur qui va en prison. Aujourd'hui, c'est le gendarme et le voleur. Le voleur
Si on peut lui aménager une peine, on le fait. Et si vraiment, en dernier recours, parce que ça fait 25 fois qu'il s'y met, qu'il est hyper violent et qu'il n'y a aucune bonne volonté, dans ces cas-là, on l'envoie en prison. Et ben, on se retrouve avec ce type de situation. Et les collègues interpellent des dealers dans le 19e. Et d'ailleurs, il y a eu quelques mois, pardon, un dealer qui avait consommé son crack, qui était décédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une opprobre jetée sur les policiers. Vous pensez vraiment que les policiers vont continuer sans avoir une usure morale et mentale, avec l'idée d'aller toujours interpeller, alors que, ils sentent qu'ils vivent d'un océan avec une cuillère, c'est un tonneau de Danaï, de l'opinion publique leur en veut. Ils interviennent, ils sont pas bien, ils interviennent pas, ils sont pas bien. Donc de toute manière, les policiers, quoi qu'ils fassent, preuve en est, ils se vaccinent, ils sont pas bien, ils n'ont pas d'obligation vaccinale, ils sont pas bien. Alors que de toute manière, le policier sera toujours l'alpha et l'oméga du mal de tous. Thomas Porcher. La question budgétaire, moi je pense qu'elle est très importante parce qu'en réalité, tous les services publics, l'enseignement, etc., moins vous avez de budget, plus vous êtes poussé à faire des erreurs parce que vous avez plus de gens à gérer et vous avez moins d'effectifs. La question qui est importante pour moi, c'est vous l'estimez à combien ce budget? Combien il faudrait que le prochain président mette sur la table? Combien il faudrait qu'il recrute de fonctionnaires de police? Parce que ça, c'est important et je pense que c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est que moi qui suis un manifestant de toutes les manifs depuis 1995, j'ai senti à partir de 2017, sous Valls, avec les manifestations contre la loi travail, comme beaucoup de pays en Europe d'ailleurs qui avaient passé ce type de loi travail, une montée en pression des forces de l'ordre face aux manifestants. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous dites monter en pression. Moi, je pense que vous avez parlé aujourd'hui des jeunes qui avaient un sentiment à l'égard de la police beaucoup plus négatif qu'à l'époque. Est-ce que c'est pas dû à ça? Parce qu'en 2017, moi j'ai vu des interventions devant Tolbiac, etc., que j'avais jamais vues. Alors que Tolbiac manifestait, bloquait, mais tous les ans depuis 2005, j'avais jamais vu des interventions aussi virulentes. On sentait dans les manifestations une montée en pression. Clairement. Oui, Tolbiac, ça a été un vrai problème, puisqu'il y a même des journalistes, enfin un en particulier, qui avait dit que les CRS épongeaient le sang d'un mort, qu'ils avaient eux-mêmes tué. Je ne veux pas le citer, parce que je ne veux pas les faire de pub, ils ne le méritent pas. Mais en fait, Tolbiac, ça a été un vrai problème, comme les Gilets jaunes, comme la loi travail. Mais en fait, la montée en pression, c'est juste aussi l'expression de la démocratie sociale en France qui est de plus en plus violente. Il faut en convenir depuis la loi travail, parce qu'il y a une rupture de dialogue entre la population et le politique. Je vous disais au début de propos, le dialogue social, donc c'est-à-dire les corps intermédiaires, notamment les syndicats de police et les associations, on est mis de côté. Et on a souvent un politique qui se dit qu'il est capable et apte à parler directement aux Français, sauf qu'en réalité, il ne le fait pas, il n'en est pas capable, et il impose des réformes, des décrets et des lois sans aucune concertation avec la population. Donc forcément, on a une expression de la démocratie sociale qui est plus violente, plus radicalisée. On a aussi une intervention, une ingérence des Black Blocs, et pas seulement des Black Blocs français, mais également des pays frontaliers, beaucoup plus importante et prégnante dans les manifestations. Il est très difficile aujourd'hui de faire une manifestation, en tout cas contestataire, sans avoir des Black Blocs. Il y a évidemment la baisse des effectifs des unités de force mobile, les CRS. On a des réformes en politique publique qui ont été faites notamment sous M. Sarkozy, qui ont éteuté la police de 12 000 effectifs, qui ont éteuté les CRS de 2 500 effectifs. Aujourd'hui, on en manque encore 1 000, ce qui ne permet pas aux CRS de tourner convenablement avec un cycle qui est dans leur enseignement depuis toujours. Et le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas rehaussé le nombre d'unités de force mobile en France, on continuera à avoir des manifestations violentes, parce que ce sont des professionnels du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, alors on a monsieur Macron a promis 10 000 policiers. Il faut savoir que je veux juste préciser, c'est pas 10 000 policiers dans la rue, c'est 10 000 agents au ministère de l'Intérieur hors secrétariat général. Donc ça veut dire des commissaires, des officiers, des gardes de la paix, des adjoints de sécurité qui ne peuvent pas travailler tout seuls, des techniciens, des scientifiques, des administratifs. Tout le monde est nécessaire. Mais c'est pas du bleu. En réalité, il faudrait hausser en fonction de la démographie, parce qu'on n'est plus seulement sur la question de revenir aux effectifs d'il y a 12 ans. On a besoin de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la hausse, et je réponds à une de vos interrogations qui n'en était pas vraiment une, mais plutôt un sentiment, c'était la hausse de la violence en France. On n'a pas de hausse de la délinquance de manière globale, et c'est d'ailleurs le problème des débats statistiques entre certains sociologues et politiques, c'est qu'il n'y a pas forcément de hausse de la délinquance, mais il y a une hausse de la violence. Et ça, c'est beaucoup plus dramatique, et notamment les tentatives de... Combien de policiers il faut? Je pense qu'il faudrait aujourd'hui augmenter d'environ 20% les effectifs sur certaines circonscriptions, notamment les plus difficiles, en grande couronne. On tournerait par exemple sur l'Île-de-France, où on a à peu près 25 000 effectifs. Il faudrait peut-être augmenter de 5 000, parce qu'on a des commissariats aujourd'hui qui sont réellement en souffrance. On a parlé du drame il y a quelques jours à Clay-Souilly, ce jeune vendeur qui a été tué. Clay-Souilly est régi par le commissariat de Villeparisis. Les policiers ont mis beaucoup de temps à intervenir, les policiers nationaux. Heureusement, il y avait un policier hors service qui a intervenu avec un agent de la pénitentiaire. Il y a des citoyens il faut les remercier et avoir l'honneur de les remercier sur ce sujet. Mais les policiers ont eu du mal à intervenir rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin et ils sont peu nombreux. Merci Linda Kebab, ça sera l'un des sujets majeurs de la présidentielle, on le sait.